tous. Alors aujourd'hui, on vous propose le 5e atelier sur l'INPI avec pour thématique donc, la protection des logiciels et développement informatique. Donc, dans le cadre donc, du partenariat avec Pépite Île-de-France et l'INPI, nous sommes reçus aujourd'hui par le Pépite ESAM Entreprendre au sein du CNAM, le Conservatoire National des Arts et Métiers. Et ce sera donc aujourd'hui Pénélope, qui, chargée d'affaires au sein de l'INPI, va vous présenter la thématique sur la protection des logiciels. Voilà, merci beaucoup. Merci à toi. Bonjour à tous et bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Donc aujourd'hui, 5e atelier. Merci encore au programme de nous recevoir, de nous permettre de vous parler de propriété intellectuelle. Dans l'idée aujourd'hui, c'est de se centrer donc sur la protection du logiciel en tant que tel, des développements informatiques et aussi de parler un peu justement du site internet. Le logiciel concrètement, de quoi parle-t-on ? Un logiciel, c'est tout un ensemble en fait, de composants en passant par un programme, de la documentation, un algorithme, des règles, du matériel de conception préparatoire. À la base, votre logiciel, il naît d'une idée, d'un concept. Cette idée, ce concept n'est pas protégeable. Donc du coup, je vois des gros yeux dans la salle quand je dis ça, c'est très drôle. Du coup, ce qu'on cherche à protéger, c'est les éléments qui vont composer votre logiciel. Principalement donc la partie informatique, les supports matériels que vous allez matérialiser sur papier ou sous format PDF, peu importe. Un logiciel aussi, après, ça interagit avec un autre support matériel qui peut amener à la création d'une interface graphique et pourquoi pas aussi au fonctionnement d'une base de données. Donc tout un univers qui vont composer le logiciel, le programme, code source, code objet, matériel de conception préparatoire. Ces différents éléments vont se retrouver dans différentes créations. Parce que quand on parle logiciel, on pense peut-être genre à la suite Microsoft Office avec votre logiciel Word, votre logiciel Excel, PowerPoint, des logiciels de comptabilité, ça ce sont les choses classiques. Toutefois, ce qu'il faut savoir, c'est que le logiciel se retrouve aussi dans l'utilisation de services à distance avec les logiciels SaaS et aussi, pourquoi pas, derrière votre application mobile, votre site internet, des logiciels d'analyse, un GPS, et oui, le GPS c'est du logiciel, votre freinage d'urgence aussi, quand vous êtes en voiture c'est du logiciel, des jeux vidéo, tous ces objets connectés dont certains ont entre les mains aujourd'hui leur portable ou des montres font partie aussi de ces technologies logicielles, le QR code, les serious games, enfin voilà, tout un univers qui nous permet aujourd'hui de parler de numérique et ben, tout simplement. Donc quelle protection pour ces éléments-là? En fait, le logiciel, pour ce qu'on a vu, ce qu'il compose, vous allez avoir principalement deux grosses protections. Le droit d'auteur et, dans certaines situations, le brevet. Le droit d'auteur, c'est ce qu'on retrouve le plus classiquement, le plus normalement. Après, vous allez aussi, enfin ce qu'il ne faut pas oublier, et c'est en rapport en fait avec le fait que je vous disais que le logiciel est partout, c'est que derrière un logiciel, il peut y avoir un nom qui peut être protégeable par la marque. Il peut aussi y avoir des choses techniques, mais que vous allez préférer garder au secret. Sur un site internet, vous avez le nom de domaine, on en a parlé, vous avez la base de données. Donc ces éléments-là, je ne reviens pas dessus, parce que vous en avez déjà eu connaissance en fait, dans nos précédents ateliers. Aujourd'hui, l'idée, c'est de se centrer sur la protection du logiciel pour ce qui est programme informatique, donc code source, code objet, matériel de conception préparatoire, et se concentrer sur la question de savoir est-ce que votre logiciel, mais plus vos développements informatiques, vos produits connectés, sont brevetables ou non. Après, j'aborderai donc le site internet pour vous donner quelques pistes en fait aussi pour assurer une bonne protection en tant que porteur de projet, future société. Donc, une dualité de protection, droit d'auteur, brevet. Dualité pourquoi? Parce qu'en fait, ce ne sont pas des protections complémentaires. On va le voir. Ce sont des protections qui en fait portent sur des choses différentes, sur des composants différents du logiciel. Le focus droit d'auteur va porter donc sur comment je protège mon code source, mon code objet, mon matériel de conception préparatoire. Par matériel de conception préparatoire, on est sur l'architecture, les spécifications fonctionnelles, ces choses-là qui vous aident ensuite à concrétiser votre idée de logiciel. Par contre, je ne parle pas d'algorithme. Parce que l'algorithme, en fait, c'est une méthode mathématique qui ne bénéficie d'aucune protection, sauf à être gardée au secret. Donc, point de vigilance là-dessus. Contrairement à ce qu'on pense, l'algorithme, c'est vraiment... il n'y a pas de propriété intellectuelle en tant que telle.
pareillement, le langage de programmation, voilà, c'est un peu universel. Donc pas de protection sur le fait qu'un logiciel va être codé dans le langage A et puis un autre logiciel dans le langage B. Ici, je vous précise aussi que les fonctionnalités sont pas protégées par le droit d'auteur. Mais on va voir comment elles peuvent être éventuellement protégées quand elles entrent dans un produit qui est brevetable. Donc du coup, on protège par le droit d'auteur le code source, code objet, le matériel de conception préparatoire, sous réserve en fait de ce qu'on appelle l'originalité. L'originalité, c'est quoi? C'est d'abord, ce n'est pas parce que votre logiciel est nouveau qu'il est original. Et c'est pas parce qu'il est original qu'il va être nouveau. Les deux sont valables. Du coup, l'originalité aussi, c'est pas parce que votre développeur s'est dit je vais coder dans tel langage. Non, il faut qu'il ait fait des choix, qu'il ne soit pas contraint par de la technique, qu'il ne soit pas contraint parce qu'il a appris à coder d'une telle manière, mais vraiment des choix volontaires, arbitraires, pour que vous puissiez avoir en fait du droit d'auteur sur ce code source, code objet. En fait, pour faire simple, enfin faire un peu plus simple pour peut-être ceux qui ne sont pas habitués du domaine et que je parle code source, code objet. Code source, code objet, c'est, il faut imaginer, comme quand vous écrivez un roman en fait. C'est la forme d'expression, c'est l'écriture en tant que telle du logiciel. Donc c'est cette originalité-là qui va être protégeable sous réserve de cette originalité. Cette originalité-là qui va être protégeable sous réserve. Tout à fait d'accord. Je pense que vous m'avez compris. Alors, petit bémol. Quand on est protégé sur le code source, code objet, matériel de conception préparatoire, c'est une protection, certes, de propriété intellectuelle, mais c'est une protection qui reste tout assez faible parce qu'on est protégé contre la copie ligne à ligne. Ce qui veut dire que demain, vous trouvez un logiciel qui a les mêmes fonctionnalités que le vôtre, mais qui est codé différemment, vous ne pourrez pas agir sur le fondement du droit d'auteur. Parce que, en fait, l'écriture est différente. Vous aurez peut-être un autre moyen d'action si, en fait, dans le logiciel qui reprend les mêmes fonctions que le vôtre, vous avez des éléments qui font la valeur de votre propre logiciel. Éventuellement en France, vous pourriez agir sur ce qu'on appelle le terrain de la concurrence déloyale. Parce qu'en fait, vous avez un concurrent qui, en reprenant les fonctionnalités finales de votre logiciel, avec peut-être la même présentation ou quelques modifications, mais qui en apparence fait que quand on compare les deux, on a la même chose, ça peut être de la concurrence déloyale parce que création d'un risque de confusion. Ça peut être de la concurrence déloyale aussi parce que, en fait, on va considérer que ce concurrent vous fait du parasitisme. C'est-à-dire que vous avez investi du temps, de l'argent, des développeurs pour créer ce logiciel. Et lui, il se contente juste de dire je prends le logiciel en état, je le recode d'une manière différente et ensuite je le mets à ma sauce. Donc voilà, donc c'est pas parce que forcément vous avez une protection par le droit d'auteur qu'elle va être facilement démontrable et pour autant vous avez une deuxième protection qui va se trouver à s'appliquer. Je ne l'ai pas précisé, pour ceux qui sont là, pour ceux qui sont derrière leur écran, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Ça peut être aussi une... Voilà, je vois les doigts qui se lèvent ici, c'est parfait. Ça peut être aussi une matière qui peut être compliquée, donc s'il y a du langage que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à m'interrompre, je vous écoute. Code source, je vois. Code objet, qu'est-ce que vous appelez code objet? Alors, en fait... objet ou c'est autre chose? Non, en fait, quand on crée un logiciel, on part de l'algorithme, on va le traduire en code source, et le code source devient code binaire, donc code objet. Ok, ça marche. Voilà. Et en fait, après le code objet, on a quelques étapes qui viennent programme d'ordinateur et ensuite l'ensemble devient logiciel. Ça, j'aurais peut-être dû faire un schéma pour expliquer à la base. Mais voilà, il y a des geeks, des non-geeks, ça dépend des conditions. Donc ça, c'est la partie droit d'auteur. Là où ça se complexifie, c'est la partie brevet. Parce qu'en fait, moi, quand je rencontre des entrepreneurs, souvent ils me disent « Oh, mon logiciel est-il brevetable ?» Je réponds non. Le logiciel n'est pas brevetable. Déjà, d'une part, parce qu'en fait, le logiciel, en tant que tel, c'est du code source, code objet, c'est juste quelque chose qui va s'exécuter sur une machine. Deuxième chose aussi, c'est parce que dans le droit des brevets, en fait, on exclut la protection par brevet des programmes d'ordinateur. Seulement, on a trouvé une faille, en fait, dans cette exclusion de protection, parce qu'on a l'expression « en tant que tel ». Et en fait, quand on est juriste, le en tant que tel a une forte valeur parce que ça signifie que dans une certaine mesure, si on n'est pas que sur du programme d'ordinateur, on peut arriver à breveter son programme d'ordinateur.
C'est-à-dire qu'en fait, on ne va pas breveter le programme pour ce qu'il est programme, on va le breveter pour ce qu'il interagit dans un ensemble un peu plus complexe, type une montre, type un GPS, type un système de freinage d'urgence, parce qu'en fait, on va démontrer que ce programme d'ordinateur, sans lui, tout ça, ça ne pourrait pas fonctionner. Vous prenez votre téléphone, vous pourrez se dire qu'il y a une multitude dedans de programmes d'ordinateur. Il y a des parties qui sont brevetables. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, à l'intérieur, le fonctionnement fait que vous allez avoir le programme d'ordinateur qui va aller chercher une donnée, qui va analyser cette donnée et va avoir ensuite un rendu, type justement la fonctionnalité GPS. Donc du coup, comment on fait? On parle d'invention mise en œuvre par ordinateur. Une invention mise en œuvre par ordinateur, c'est une invention qui va impliquer l'utilisation d'un ordinateur, d'un réseau informatique ou d'un appareil programmable en tant que tel. C'est aussi un produit lambda et où à un moment donné, donc c'est ce que je viens de vous expliquer, il y a une ou plusieurs étapes qui sont mises en œuvre grâce à ce programme d'ordinateur. Schématiquement parlant, quand il faut vous faire un schéma, c'est le cas de le dire, où vous avez peut-être d'un côté comment on appelle ça, la tour d'ordinateur. Ah oui, c'est une tour d'ordinateur, c'est voilà, vous avez l'écran, vous avez la tour. Bon, il y a peut-être des générations qui ont connu encore ça, j'espère. Vous avez la tour, imaginez une tour d'ordinateur qui refait un trait et qui rejoint une base de données pour traiter de l'information. Et après, vous dessinez l'écran d'ordinateur et donc traitement de l'information reflété sur l'écran d'ordinateur en tant que tel. Et après, pourquoi pas connexion aussi avec un satellite pour faire de la géolocalisation. Voilà, ça peut être ce genre de choses. Ça peut être aussi, vous avez, nous on a travaillé avec une société qui fait des semelles connectées. Le fait que d'avoir une semelle et dedans d'avoir des capteurs de pression qui permettent ensuite d'analyser la façon dont la personne qui utilise ces semelles marche et de renvoyer ces informations vers une application mobile fait aussi que c'est quelque chose qui est brevetable. Une autre société a travaillé sur une canne connectée pour les déficients visuels, c'est-à-dire qu'en fait on avait une surimpression de l'environnement urbain et ça permettait en fait en analysant cet environnement dans lequel l'utilisateur marche, on se rend compte qu'il y a des obstacles et en fait l'appareil qui était connecté à la canne de la personne déficiente visuelle, quand elle rencontrait un obstacle, elle le signalait via un son à l'application mobile et donc l'utilisateur pouvait se rendre compte qu'à plus ou moins loin, il y avait un obstacle, de plus ou moins une certaine dangerosité. Donc, qu'est-ce qui est susceptible d'être protégé dans Qu'est-ce qui est susceptible d'être protégé dans un logiciel? On protège donc les dispositifs, les systèmes techniques, les fonctionnalités techniques en tant que telles, les procédés techniques et les algorithmes. C'est là où tout à l'heure, je vous disais, un algorithme n'est pas protégeable en tant que tel. Les fonctionnalités ne sont pas protégeables en tant que tel. On les protège parce qu'après, on leur fait acquérir un caractère technique, sous réserve des conditions de brevetabilité. Les conditions de brevetabilité, je ne vais pas revenir dessus. Si ça vous intéresse de revoir ou savoir ce qu'elles sont, je vous invite à consulter en fait sur, je crois que c'est la page YouTube du PPTDF, la rediffusion de l'atelier sur le brevet qui a eu lieu il y a maintenant peut-être, il y a un mois, avec Sébastien. Comme ça, vous aurez aussi un petit rappel de ce qu'est un brevet. Donc, quelques exemples de ce qui a été breveté et de ce qui n'a pas été. Simplement, donc, procédé et ou système de traitement de la parole en présence de bruit. Procédé de traitement numérique d'image, procédé de compression d'image, procédé de cryptage de données, procédé de traitement des signaux télé. Ça a fait l'objet de brevet. A l'inverse, des logiciels de compta pour établir une transaction financière ou un procédé de détection et de remplacement automatique dans une liste d'expressions n'ont pas fait l'objet de brevet. Concrètement, je vois de l'étonnement, si, c'est parfait. Alors, dites-vous qu'en fait, pour entrer dans le détail de ce qui est brevetable ou pas brevetable, on parle d'effets techniques supplémentaires, c'est-à-dire qu'on doit d'une part pas se contenter de faire fonctionner normalement le programme d'ordinateur, il doit vraiment aller creuser et faire une analyse d'informations, j'ai envie de dire, pour en rendre un résultat, mais pas simplement de le faire fonctionner. Par ailleurs aussi, on va le voir juste après, le brevet
va porter sur le fait que vous allez devoir décrire ce qu'on appelle les interactions entre le hard et le soft. Et aussi pourquoi certaines choses ne sont pas brevetables, parce qu'en fait, là je vous parle en fait d'une législation sur le brevet qui est française, voire européenne. Vous allez aux États-Unis, c'est plus facilement brevetable au niveau du logiciel, parce que déjà eux ils brevettent les méthodes économiques, que nous on ne le fait pas. Les méthodes intellectuelles, c'est pareil, il y en a qui essayent de déposer des brevets aux États-Unis parce qu'en France, c'est pas possible. C'est pour ça que là-bas, vous allez avoir plus de facilité d'avoir un brevet américain sur un logiciel que nous ici en Europe. Après, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que en France, et je pense que Sébastien a dû l'expliquer lors de son atelier, on a aussi il y a les trois conditions du brevet, mais on va rejeter un brevet que pour défaut de nouveauté. Principalement, la problématique en matière logicielle, c'est qu'on peut avoir nouveauté sur la technique qui est mise en œuvre par l'ordinateur, mais on va avoir un défaut d'activité inventive. Bienvenue. Pourquoi on va avoir un défaut d'activité inventive? Parce que généralement, qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous allez être à l'origine d'une invention dont l'une des étapes va être mise en œuvre par ordinateur, mais en fait, cette étape mise en œuvre par ordinateur ne vise qu'à remplacer ce que peut faire l'être humain, pour nous permettre en fait à l'être humain d'avoir ces informations plus rapidement. Et là, en fait, on se retrouve sur quelque chose où il y a un défaut d'activité inventive, parce que l'activité inventive, ça exige qu'en fait l'invention ne soit pas logique, donc logique à faire. Or, il semble logique que si on veut faciliter le travail de l'être humain pour éviter d'analyser 36 000 données et que ça lui prenne des mois et des mois, qu'on le remplace par simplement l'ordinateur qui va chercher les données, qu'on code et qui fait les données pour nous en une semaine. Voilà, donc c'est aussi pour ça qu'on peut avoir des choses qui ne sont pas brevetées. Alors peut-être en France, parce que pour le moment, mais ça changera d'ici 2020, on n'analyse pas l'activité inventive, mais sachez que même si votre brevet après passe en France, malgré le défaut d'activité inventive, il ne passera pas en Europe, parce qu'en Europe, c'est les trois critères qui constituent un motif de rejet de votre brevet. Donc voilà, c'est peut-être aussi pour ça qu'on a de l'étonnement de voir des choses qui sont brevetées d'autre part. Après, il y a des particularités de rédaction à avoir. Ici, quelques exemples justement de ce qu'on appelle des revendications. Alors vraiment, je suis désolée, j'espère que vous avez tous suivi l'atelier sur le brevet, parce que les revendications, ça fait partie du brevet. C'est ce qui fait le cœur de votre invention, en fait, l'objet de votre protection. Et quand vous allez lire un brevet, ne serait-ce que ce brevet sur la semelle connectée, vous allez avoir un détail sur comment fonctionne en fait la semelle connectée avec les capteurs et l'application mobile. Et en toute dernière revendication, vous allez avoir l'exemple type de cette première revendication qui est ce qu'on appelle, alors c'est une expression consacrée, donc c'est pour ça en plus qu'il faut vous faire accompagner dans la matière, un produit-programme d'ordinateur comprenant des moyens de code de programme pour l'exécution des étapes du procédé selon l'une quelconque des revendications précédentes. Ça démontre qu'en fait, tout au long du fonctionnement, le fonctionnement en fait, du produit a été décrit et qu'à la toute fin, on dit que l'ensemble de ces étapes de fonctionnement fonctionnent toutes grâce à un programme d'ordinateur. C'est ça la particularité en fait, du brevet dit de logiciel ou quand on essaye de breveter un logiciel. Donc vous voyez, principalement c'est cette expression-là, c'est produit, programme d'ordinateur, invention mise en œuvre par ordinateur. Ce sont des expressions consacrées. Là, on retrouve la notion de moyen de code de programme. Jamais vous retrouverez par contre la notion de code source ou code objet dedans. Parce que ça, c'est propre au droit d'auteur également. Mais quoi qu'il arrive, vraiment, si vous êtes dans ce domaine-là, la première chose à faire, c'est de vous faire accompagner, enfin de faire analyser la brevetabilité ou non-brevetabilité de votre produit et de vous faire accompagner dans la rédaction parce que c'est un vrai enjeu de validité ou pas de votre brevet. En résumé, sur cette partie-là, c'est vraiment le schéma qu'il faut retenir. J'ai envie de dire, sur tout ce que je viens de vous dire, c'est ce qu'il y a de plus simple à retenir. Ouh, ça bouge. Vous avez la partie logicielle, donc cahier des charges, exigences, spécifications, qui normalement ne font l'objet d'aucune protection. Mais si vous les matérialisez sur un support papier, Word ou PDF, que tout ça devient figé, potentiellement ça peut être du droit d'auteur. Pour tout ce qui est procédé technique, donc étape fonctionnelle, algorithme côté technique, vous pouvez être protégé éventuellement par brevet, donc sous réserve de répondre aux conditions de brevetabilité. Code source, code objet, tout ça c'est du domaine du droit d'auteur.
Après, vous allez aussi avoir la documentation en tant que telle, la documentation utilisateur qui peut être protégeable par le droit d'auteur, éventuellement. Votre cahier des charges qui peut être aussi, s'il est matérialisé, être protégeable par du droit d'auteur, toujours sous réserve des conditions de validité. En pratique, quelques recommandations. Quand vous développez, généralement on peut avoir la tête dans le guidon. Et le développeur aussi, ben voilà, il est dans sa machine et il avance en fonction des instructions que vous lui donnez. Sauf que vous, en tant qu'entrepreneur, il faut que vous pensiez déjà à votre stratégie propriété intellectuelle. Donc dans l'idée, c'est d'abord de documenter le code source et les autres éléments qui sont protégeables par le droit d'auteur. Le droit d'auteur, c'était l'atelier d'il y a 2 semaines. Les principes qui ont été vus s'appliquent à nouveau ici. Et notamment, ce qu'il faut retenir principalement, c'est que le droit d'auteur n'est sans formalité, mais qu'il faut que vous soyez en mesure de prouver 3 choses pour que la protection soit éventuellement admissible. C'est son contenu, enfin son objet sur lequel il porte, donc là, code source, code objet, matériel de conception préparatoire, sa titularité et sa date de naissance. C'est pour ça que vous avez l'importance de documenter le code source au fur et à mesure que vous codez. Démontrer l'existence de choix personnels, ça vous permettra de démontrer l'originalité en fait qui est liée au droit d'auteur. Démontrer en quoi le logiciel est différent, nouveau, original. Là, on retombe toujours sur la même notion. Votre but, c'est de démontrer que vous êtes protégé par le droit d'auteur. L'épreuve de la création. Voilà, tout ça en fait, ça va avec. L'épreuve de la création, donc c'est cahier des charges, architecture, spécification fonctionnelle, documentation utilisateur, enfin tout ce que vous pouvez mettre. Par exemple, si certains d'entre vous développent à partir de plateformes de ce qu'on appelle des forges logicielles, donc par exemple GitHub. GitHub est très utile pour répondre à ces 4 premières recommandations, parce que dedans vous retrouvez principalement un fichier Posterize, un fichier Serimi et un fichier Authors. Et en fait, le fichier Authors vous permet d'identifier qui a travaillé sur le logiciel. Le fichier Posterize, c'est votre code source, tout simplement. Donc, qu'est-ce qui est l'objet de la protection? Et le Serimi, ça permet de retracer l'ensemble du développement du logiciel. Et donc, d'identifier si oui ou non il y a des choix personnels, les raisons qui ont amené à coder d'une manière ou plutôt qu'une autre. Et on verra par la suite, ça permet aussi de comprendre pourquoi certains choix liés à une implémentation directe ou non de briques logicielles tierces ont été faits. Alors quand je... Oui. Je voulais savoir par rapport au droit d'auteur et au brevet, c'est d'abord la première étape de mettre en place le droit d'auteur et ensuite le brevet, c'est pas lié? Alors en fait les deux sont liés parce que ce qui va se passer c'est que droit d'auteur va naître dès que vous allez commencer à coder, mais la problématique c'est que votre invention elle est là aussi parce que vous codez pour faire fonctionner votre invention. Donc en fait le droit d'auteur lui va naître effectivement dès que vous commencez à coder. Le droit, le brevet, la protection par brevet va naître quand vous allez faire la démarche de dépôt. Mais en attendant en fait de faire cette démarche de dépôt protection sur une partie par le droit d'auteur, et pour le reste il est recommandé de garder le tout au secret, confidentialité, et de ne pas divulguer publiquement l'objet de l'invention parce que sinon vous détruisez en plus la nouveauté qu'il y a derrière. Et autre point de vigilance, c'est d'être vigilant à la titularité. On est en matière de droit d'auteur et en matière de brevet d'ailleurs. Par principe, les droits de propriété intellectuelle appartiennent à chacun des créateurs, inventeurs, créateurs du code. Après, il y a des exceptions. Les exceptions sont en fait que, les seules exceptions concernent des développeurs ou des inventeurs qui sont salariés de la société. Ce qui veut dire que quand vous êtes ici en tant qu'étudiant entrepreneur, potentiellement, il n'y a pas encore forcément de société derrière. Donc, vous êtes tous chacun titulaire de vos droits de propriété intellectuelle. Si vous êtes 5 fondateurs, chacun est titulaire de ses propres droits de propriété intellectuelle et peut partir avec. Sur le même produit. Sur le même produit. En fait, vous êtes copropriétaire. Oui. Au niveau des stagiaires, ça se passe comment? Un stagiaire n'est pas un salarié. Okay. Le salarié, c'est le contrat de travail, CDI, CDD. Le stagiaire, l'apprenti, le freelance, c'est pas des salariés. Donc, il faut mettre une clause spécifique. Il faut mettre une clause spécifique. Et on est vigilant.
Pourquoi? Parce que autant quand on est sur la matière propriété industrielle telle que le brevet, la clause propriété intellectuelle fonctionne pour céder, disons, si je simplifie les choses, que le stagiaire cède ses droits de propriété industrielle en faveur de ABCD. Par contre, si vous mettez ça en matière de droit d'auteur, la clause sera considérée comme nulle. Parce qu'en matière de droit d'auteur, on interdit de céder par avance les droits d'auteur portant sur des œuvres dites indéterminées. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'en fait, votre stagiaire, vous l'embauchez. Mais vous êtes quand même du coup société constituée normalement pour avoir embauché un stagiaire. Vous l'embauchez, vous avez la convention de stage et vous lui mettez soit en annexe une mission directe de création de logiciel, avec du coup la clause de cession des droits d'auteur qui ira bien. Et comme en fait on aura la mission de création de logiciel, on aura bien la notion d'œuvre déterminée. Ou alors, dans sa convention de stage, vous lui insérez une clause de promesse de cession des droits d'auteur quand les créations seront nées. Une promesse, ça engage. C'est pas une cession effective, mais ça engage. Donc voilà, c'est un point de vigilance à avoir en matière de droit d'auteur. Donc vigilance à la titularité, et voilà. Ça c'est bon. Est-ce que jusque-là ça va, ces précautions-là? Ok. J'espère que derrière vos écrans aussi ça va. En création logicielle, alors, d'une manière générale, aussi des points de vigilance. Par souci de facilité, vos développeurs vont peut-être se dire « je vais aller chercher de l'open source ». Oui mais non. Pourquoi? Parce que l'open source, derrière, ça veut dire des licences. Qu'on ne lit pas nécessairement, mais qui pourtant il faut lire. Parce que dans ces licences, en fait, il y a des degrés qui vous permettent ensuite de faire ce que vous voulez ou de ne pas faire ce que vous voulez. C'est ce qu'on appelle des licences permissives et des licences non permissives. Et surtout, on a ce qu'on appelle aussi des licences contaminantes et non contaminantes. Et là, c'est vraiment un gros problème. Parce que une licence permissive, c'est génial. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Mais si c'est une permissive contaminante, vous êtes obligé de rendre votre code source dans les mêmes conditions. Donc si vous vouliez faire du commerce avec votre logiciel, ben vous ne pouvez plus. Parce que potentiellement, en fait, faire commercialiser, faire une prestation payante sur un logiciel dont on met à disposition le code entièrement, publiquement, ben en fait, vos utilisateurs, ils vont pas venir vos clients, ils vont pas venir vous voir. Ils vont aller sur Internet, aller extraire votre code source et ils vont s'en servir en tant que tel. Et donc c'est quelque chose, c'est un vrai point de vigilance qu'il faut avoir. C'est une question qu'il faut aborder dès le départ avec le développeur pour lui expliquer concrètement ce que vous souhaitez faire de votre logiciel au final, quel qu'il soit. Est-ce que vous voulez en faire une partie? C'est possible aussi d'en faire une partie en open source et d'en faire une partie en dite licence propriétaire, c'est-à-dire une licence payante. Parce que sur une partie, c'était tellement simple que voilà, vous n'avez pas besoin de faire la rentabilité. Mais sur une autre partie, vous avez votre valeur ajoutée. Donc là, vous faites une licence propriétaire en faveur de vos clients. Donc licence payante. Mais sur cette partie-là, pas d'open source. Pareillement, après, ça va dépendre de comment votre développeur code. Tout à l'heure, je parlais d'implémentation de briques logicielles. Concrètement, si la brique logicielle open source est intégrée complètement dans votre code source, il faut absolument lire la licence parce que si elle est contaminante, c'est foutu. Je suis désolée du terme, mais c'est le cas de le dire. Par contre, si en fait votre développeur la code d'une manière à faire ce qu'on appelle un appel de fonction, c'est-à-dire que l'utilisateur du logiciel va utiliser votre logiciel et que pour cette partie-là, il va devoir lui-même aller télécharger la brique open source correspondante, donc appel de fonction, la licence n'est pas nécessairement contaminante. Mais on lit quand même la licence qui s'applique à cette partie open source. Donc du coup, ça vous demande d'être vigilant à ça, d'interroger vos développeurs aussi sur pourquoi ils ont fait le choix d'aller chercher de l'open source plutôt que de coder eux-mêmes, de comment ils ont impliqué la chose, parce qu'après, vous pouvez toujours vous dire que j'ai oublié de te dire que je voulais pas de l'open source contaminant, cette partie-là, il faut que tu me la recodes d'une manière différente parce que moi, je veux faire une licence propriétaire sur mon logiciel. Être vigilant à l'utilisation de générateurs de code. Les générateurs de code, en fait, c'est vous entrez une fonction et ça vous donne le code source qui simplifie les choses. Et ça, du coup, ça veut dire pas d'originalité. Donc, pas de protection par le droit d'auteur. Utiliser un outil de suivi de version effacer les prises de décision. GitHub peut vous aider à le faire.
Après, c'est bien que vous ayez rédigé correctement votre cahier des charges avec l'ensemble des fonctionnalités attendues et que vous ayez eu des échanges sur pourquoi, on vient sur la même chose, pourquoi là j'ai de l'open source, pourquoi là j'ai rajouté cette fonctionnalité, pourquoi là je suis allée voir ce que fait mon voisin, enfin voilà. Le but c'est vraiment de tout documenter sur la création de votre logiciel. Et à la réglementation actuelle et future, alors ça c'est un point de particularité. Pourquoi? Parce qu'en fait quand votre développeur va coder, potentiellement vous allez lui dire voilà mon logiciel il doit faire ça, mon logiciel SaaS il doit faire ça, mais il va peut-être pas penser au fait que derrière il va y avoir une fonctionnalité qui va régir, qui va permettre la collecte de données personnelles, voire de données personnelles dites sensibles. Or il y a une réglementation spécifique qui s'y applique. Pareillement, si je code les fonctionnalités qui permettent à la voiture autonome de fonctionner, la voiture autonome, il faut peut-être qu'elle prenne en compte les codes de la route. Donc c'est aussi des points de vigilance que vous, en tant qu'entrepreneur, vous devez dire à vos développeurs. Parce qu'ils ne vont pas forcément penser par eux-mêmes de se dire ah oui, il y a une réglementation spécifique dans votre domaine d'activité, il faut qu'en plus je la code et que ce codage corresponde à la législation applicable. Parce que sinon votre produit ne passera pas. C'est le cas aussi en domaine médical. Donc voilà, des petites choses auxquelles il faut penser d'une manière générale. Quand on crée le logiciel par un tiers, depuis tout à l'heure je vous parle de votre développeur, c'est valable pour lui. Quand on est société constituée ou pas d'ailleurs, on peut se dire aussi qu'on va passer par un prestataire SS2I pour créer le logiciel, parce qu'on n'a pas les compétences en interne. Donc là, on retombe toujours sur les mêmes bases. Je fais que me répéter, j'ai l'impression depuis tout à l'heure, mais c'est le cas. Il faut être vigilant à la rédaction du contrat de prestation, du contrat de travail, du contrat de la convention de stage. Parce que la titularité ne vous appartient pas. C'est pas parce que vous avez payé quelqu'un, même si c'est un prestataire, que forcément vous avez les droits de propriété intellectuelle qui sont afférents. Donc vigilant à ça. Vigilant à la rédaction du cahier des charges. Aussi, pourquoi il faut être vigilant à la rédaction du cahier des charges? Parce que demain, s'il doit y avoir litige sur la titularité, le cahier des charges, s'il a bien été rédigé par vous et que vous en avez la preuve, concrètement, si ce n'est pas un transfert de propriété de fait en votre faveur, c'est à minima une copropriété. Donc, cahier des charges rédigé par vous, dans le détail, vous le déposez aussi dans une enveloppe solo pour lui donner la preuve d'un contenu, d'une titularité et d'une date de naissance. Donc, vigilance à la titularité des droits parce que tout appartient et ne pas oublier la cession des sources. Vous faites développer l'ensemble de votre site internet par un prestataire. Il vous cède les droits de propriété intellectuelle sur ce site internet et vous partez. Et puis lui part de son côté. Sauf qu'en fait, il ne vous a pas donné les sources, c'est-à-dire qu'il ne vous a pas donné le fichier qui contient le code source. Donc demain, si vous voulez modifier le site internet, il va falloir demander à quelqu'un d'aller retrifouiller le code source pour ensuite retrouver là où il doit faire les choses. Alors que si vous avez les sources, vous donnez le fichier source à votre nouveau prestataire et lui il se débrouille avec ça et il n'a pas besoin de perdre un peu plus de temps. Donc ça c'est aussi important, c'est parce qu'en plus c'est l'objet de votre propriété, donc si vous ne l'avez pas, c'est un peu comme si on achète une maison mais qu'au final on ne nous donne pas la maison. Voilà, pour faire le parallèle un peu qui va bien. Anticiper l'exploitation, ça c'est ce que je vous expliquais juste avant. Est-ce qu'on fait du logiciel propriétaire, du logiciel open source? On l'anticipe parce qu'on code différemment. Et l'accessibilité. Alors l'accessibilité, c'est notamment justement si on développe sur des plateformes de développement collaboratif qui sont mises à disposition. D'une part, on est vigilant à savoir si on utilise un compte privé ou public, du coup, donc si c'est une plateforme publique ou privée aussi. Et accessibilité, pourquoi? Parce que si demain la plateforme de développement ferme, vous faites quoi? Si demain le site que vous avez créé à partir d'un autre site internet qui vous permet la création de site internet ferme, vous faites quoi? Voilà, donc c'est des choses, je suis juriste, je suis la première à pas lire les conditions générales d'utilisation, les licences, des choses comme ça. Après, je sais les risques que je prends, vous ne les savez pas nécessairement et c'est votre cœur d'activité demain qui peut couler parce qu'en fait, un site internet à partir duquel vous aviez le vôtre va couler ou sur lequel vous avez hébergé votre code source va couler aussi. Donc voilà, petit point de vigilance à ce niveau-là. Sur la rédaction du cahier des charges, juste donc, on cadre le projet précisément.
On explique les fonctionnalités attendues du logiciel, du site internet, de l'application mobile précisément également. Aussi, éventuellement, si on a des exigences particulières de présentation graphique, on les met. Si on souhaite directement que le site internet communique avec une base de données, on l'indique. Enfin, vous êtes exhaustif dans votre cahier des charges en fait, sur ce que vous attendez. Parce que comme ça, vous allez de plus en plus limiter la liberté créative, j'ai envie de dire, du prestataire qui va créer votre site internet ou votre logiciel. Et vous allez un peu récupérer la propriété de tout ça, au fur et à mesure, s'il n'y a pas de clause de cession dans le contrat. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? J'ai l'impression d'en avoir perdu. Ah si, j'ai une main. Du coup, sur la valorisation d'entreprise, pour une levée de fonds, ça influe les brevets. Alors, un brevet va nécessairement influer sur la valorisation d'une entreprise. Quel que soit l'actif de propriété intellectuelle, c'est un actif immatériel qui se retrouve dans ton bilan comptable. Si ton logiciel, et c'est pour ça que je réinsiste sur le côté, il faut, quand on développe, ne serait-ce que même un logiciel, savoir quelle commercialisation avec des guillemets, on souhaite en faire plus tard, parce que ça va influer le développement. Et si en fait, dans ton business plan, tu t'es dit, j'en fais vraiment qu'une licence propriétaire, mais que tu t'es gouré quelque part dans le développement, au final, tu fais perdre de la valeur à ta société. Parce que tu as rendu peut-être quelque chose qui a fait ton savoir-faire de logiciel libre parce que tu as utilisé une open source qui était contaminante. Donc après, c'est vrai que c'est difficilement démontrable parce qu'on est sur de la matière droit d'auteur. Le brevet, c'est simple, tu as déposé ton brevet. Déjà là, tu as quelque chose tu as un actif immatériel qui va apparaître. Après, le droit d'auteur, c'est quand même une ligne qui peut apparaître si toi, derrière, tu es arrivé à documenter ton code source, ton code objet, ton matériel. Enfin, vraiment, du coup, ça veut dire documenter, donc tracer les développements et conserver des preuves. C'est ça, en fait, qui fera la valorisation. Et les contrats. Oui. Et du coup, en fait, est-ce qu'il y a une base de données sur laquelle on peut savoir quels sont les logiciels ou les sites internet qui sont profitables? Tu tapes sur Google, en fait, tableau, licence, logiciel open source. Tu vas avoir différentes sources de données et là tu vas trouver en fait, tu peux trouver des tableaux qui te récapitulent les informations. Après, alors l'APP qui est l'Agence de protection des programmes, alors c'est une association qui est spécialisée en fait dans le logiciel, met pas mal de documentation à disposition. Le pôle systématique a publié des livres, alors c'est des livres bleus, c'est pas des livres blancs, c'est des livres. Non, c'est des livres bleus. Des livres bleus, donc si vous tapez systématique, S-Y-S-T-E-M-A-T-I-C, livre bleu logiciel, vous allez en trouver aussi. Et là, ils peuvent vous expliquer l'intérêt d'avoir l'open source, de ne pas en avoir, d'avoir une licence propriétaire, une licence libre, des choses comme ça. Donc une bonne base de documentation pour caler sa stratégie de développement de logiciel en fonction de sa stratégie de développement de société. Voilà. Oui. Et du coup, est-ce que ça. J'ai l'impression que c'est quand même un peu un problème. Enfin, ça a l'air assez cher, tous ces brevets. Enfin, la dernière fois, vous avez montré le site de l'APP où c'était 2000 € plus je sais plus combien par an. C'est moi ça? Non, mais votre dernier atelier, vous m'avez parlé d'un truc là. Ah, ça doit être Julie alors. Non, au tout dernier ou sur la marque? Ouais, je sais plus. Mais en fait, c'était. C'était à Nanterre. Ah, mais c'était Julie. Ah, ok, bon, j'ai compris. Et en fait, elle disait du coup qu'on pouvait. Il y avait un abonnement, on pouvait mettre le code, je pense que c'est pour le droit d'auteur, ça. Ouais, c'est ça. En fait, c'est parce que nous, on peut le faire sous enveloppe solo, mais la problématique, en fait, c'est qu'il ne se met pas à jour automatiquement, alors que l'APP permet la mise à jour automatique. C'est une alimentation, je ne sais pas si c'est quotidienne, mensuelle ou quoi que vous faites, mais du coup, c'est une mise à jour au jour le jour. Quoi. Ouais. Et du coup, la question est. Ça paraît hyper cher, je pense qu'aucun entrepreneur dans la salle peut se payer 2000-3000 € de frais tant qu'on n'a pas fait une levée de fonds. Est-ce qu'on peut s'en passer quand même Alors, tu peux t'en passer éventuellement, mais tu prends des précautions.
C'est-à-dire que tu arrives à documenter par tes propres moyens ton code source, lui donner une date, un contenu ou des choses comme ça. Après, ce que tu peux faire, c'est utiliser le moyen de l'enveloppe solo, parce que l'avantage c'est que l'enveloppe solo maintenant est électronique, et déposer ton fichier qui contient ton code source sous enveloppe solo. C'est juste qu'il ne va pas se mettre à jour. Donc si pour les petites étapes intermédiaires, tu vas peut-être utiliser une plateforme de développement où tu vas arriver à figer des phases de développement et à retrouver un système de redatage. Et dès que tu passes à une étape essentielle d'évolution de ton logiciel, tu refais une seconde enveloppe solo. C'est 15 €. Ouais. Tu peux zipper. Donc Oui, on va du par 100. voilà, c'est ça. C'est en attendant. Après, c'est vrai que l'APP, c'est un système qui est cher, mais somme toute pratique. Mais il faut être sur quelque chose vraiment de bien avancé et effectivement avoir les moyens. Ça, c'est... Donc c'est plus savoir post-levée de fonds. Ouais. Oui, voilà, ça peut aider à mettre en avant. C'est des choses que de toute manière... tout à l'heure, je parlais à d'autres entrepreneurs de la loi sur le secret des affaires où, en fait, pour en bénéficier, il faut mettre en place des mécanismes de protection. Là, c'est exactement pareil. Est-ce que vous avez d'autres questions? Peut-être des questions. Je sais pas. Non. Amelie? Non. Il n'y a pas de questions en ligne. Voilà. Bon, bah écoutez, moi, si vous n'avez pas d'autres questions, j'en ai terminé. Vous avez à nouveau mes coordonnées là, ou les coordonnées des chargés d'affaires référents de vos équipes. On se retrouve dans 15 jours. Pour la protection à l'étranger, donc là ce sera l'occasion pour vous d'aborder la question justement de si j'ai un projet ne serait-ce qu'européen, comment je fais pour me protéger en dehors du territoire français. Donc je vous recommande vivement parce que c'est super important. Voilà, merci.